Donc, bonjour à tous. Là, nous allons entrer dans le vif du sujet concernant le module 2, choix du site. Donc, comme nous l'avons dit tantôt, après l'idée de projet, il faut choisir le site. Et c'est une phase qui est très importante dans un projet immobilier. Donc, nous allons essayer de voir tous les aspects relatifs à ce choix du site. Partager peut-être mon écran pour vous permettre d'avoir la présentation. Donc voilà, module 2, choix du site. La première question qu'on se pose quand on doit choisir un site pour un projet immobilier, c'est où est-ce qu'on le fait? Quel site choisir? Donc ces trois photos illustrent un peu des environnements différents, mais qui ont tous un point commun, c'est la difficulté à construire, à élaborer un projet immobilier dans un environnement. À gauche, vous voyez une inondation, une zone qui est inondable où vraisemblablement les eaux de pluie ne sont pas bien drainées. Et donc, si vous voyez l'immeuble qui est derrière, en arrière-plan à droite, si vous avez réalisé un projet immobilier dans cette zone et que l'hivernage arrive, il est évident que les impacts sur la rentabilité, la commercialisation de votre projet seront très néfastes. Au milieu, vous voyez une photo où c'est un environnement rocailleux en bordure de mer où l'édification d'un bâtiment ici devra être assujettie à des terrassements importants, à des travaux importants qui risquent d'amener des surcoûts. À droite, c'est la même problématique. Est-ce que cette zone est vraiment idéale pour ériger un projet immobilier? Donc, vous voyez que le choix du site, il est très important. Donc, pour choisir son terrain, il faut le chercher. Donc, cela ne doit pas être pris à la légère. Donc, il faut voir, est-ce que le terrain que vous voulez, il est isolé? Est-ce qu'il est dans un lotissement? Parce que chaque cas de figure présente des avantages et des inconvénients. Donc, est-ce que l'emplacement que vous convoitez est le bon emplacement? Cela dépend, comme on dit, de l'attractivité du site. Est-ce qu'il y a des transports en commun à côté? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a des écoles? Parce que certains acquéreurs vont chercher ce genre d'informations autour de votre projet. Il y a des critères encore plus personnels qui sont liés au choix de vis-à-vis. Est-ce qu'il y a un vis-à-vis? Est-ce qu'il y a absence de vis-à-vis? Est-ce que le terrain est éloigné? Donc, frais de déplacement plus élevés. Donc, est-ce qu'il y a des réseaux à côté? Parce que si le terrain n'est pas en lotissement et qu'il n'a pas bénéficié d'une viabilisation primaire ou secondaire, ben, il est évident que ramener de l'eau, ramener de l'électricité, se raccorder au réseau d'égout, communément appelé les assainissements des eaux usées, des réseaux de drainage des eaux pluviales, ça va créer des coûts supplémentaires. Donc, ce qu'il est bon à savoir pour cette première partie, c'est que quand vous avez une parcelle qui est dans un lotissement, vous avez tous les réseaux de raccordement qui sont déjà installés. Quand la parcelle est isolée, ben, systématiquement, il faut avoir les informations sur la viabilisation. Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce que les réseaux passent à proximité du terrain? S'ils ne passent pas à proximité du terrain, quel coût vous allez devoir sortir pour raccorder ce terrain au réseau? Donc, c'est important. Donc, la viabilité du projet sur les plans topographiques, géomorphologiques, géotechniques, hydrogéologiques et environnementales. Donc, du point de vue de la géomorphologie et de la topographie, pour ce qui est de la topographie, c'est le nivellement du terrain. Et ben,
le niveau du terrain pourra déterminer si on peut drainer ou pas des eaux de surface. Les premières photos que vous avez vues montrent que la topographie du terrain, ou en tout cas les réseaux de drainage, ne sont pas efficaces. Donc, quand il pleut, les eaux stagnent dans la zone. Donc, si c'est un terrain bas, en cuvette par exemple, il est fort probable que quand il va pleuvoir, toutes les eaux de surface vont se retrouver sur votre terrain et vont l'inonder et il va être impraticable. Donc, c'est très important. Donc, il faut regarder le type d'aménagement qu'il faut faire, quels sont les grands travaux qui sont à proximité, parce que souvent aussi, il y a des grands travaux qui vont impacter sur votre parcelle. Est-ce que l'urbanisation de la zone est effective? Est-ce qu'il y a des activités agricoles autour? Qu'en est-il de l'exploitation des forêts, de l'aménagement de lotissement existant? Donc, il faut également, du point de vue de la géomorphologie, identifier les processus internes et externes actuels, parce qu'il faut voir, est-ce que demain, il y a une route qui va passer devant mon terrain? C'est quoi le niveau de la route? Est-ce que dans le futur, il n'y a pas des risques que le drainage de la route puisse impacter ma parcelle? Donc, tout ça, c'est important. Est-ce que nous ne sommes pas dans une zone inondable? Est-ce que ce n'est pas une zone non édificante, comme on dit? Est-ce qu'il y a des zones de glissement de terrain? Est-ce qu'il y a de la sismicité? Est-ce que c'est une zone où il y a possibilité qu'il y ait une activité sismique? Tout ça, il faut le voir. Donc, ce qu'il est important de retenir pour cette partie, c'est que les aspects géomorphologiques du site doivent être importants et ils permettent d'anticiper sur les risques parce que votre projet ne doit pas être assujetti à un risque trop important. Du point de vue de la topographie du terrain, donc si vous devez faire un projet dans une zone en cuvette ou un projet dans une zone en pente ou un projet dans une zone en remblai, ben, le projet il est différent. Donc, il est plus facile de bâtir sur certains terrains que sur d'autres. Donc, c'est pourquoi il faut bien voir la topographie, qui est un critère très, très important du choix du terrain. Donc, sur la forme du terrain, hein, si vous achetez un terrain de forme simple, par exemple, longueur sur largeur, un rectangle, vous avez une grande marge de manœuvre pour faire construire ce terrain. Mais si vous avez une parcelle qui est bien en longueur avec une largeur qui est courte, avec des formes qui sont vraiment biscornues, comme on dit, ben, ça peut poser des problèmes pour l'implantation du bâtiment. Donc, la topographie et la forme du terrain sont importants. Si vous avez un terrain en pente, vous pouvez avoir une vue dégagée si vous mettez votre bâtiment en hauteur et vous pouvez originalement faire des aménagements paysagers. Je dis toujours à nos confrères de l'Afrique subsaharienne, on a tendance toujours à terrasser le terrain pour le rendre plat, mais souvent un terrain en pente est très bien aménagé pour, comment dirais-je, répondre à un système de drainage, parce que là, c'est une pente qui est naturelle. Vous n'avez même pas besoin de drainer les eaux, elles partent de façon naturelle avec un écoulement gravitaire. Donc, par contre, quand le terrain est en pente, il peut engendrer des surcoûts. Bon, il faut y avoir des terrassements à faire, il peut y avoir des murs de soutènement à construire, un niveau de sous-sol à créer, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, la physionomie du terrain peut vous amener à choisir un autre emplacement pour votre parcelle. Donc, cela influence le type de construction, que ce soit une maison en plein pied, que ce soit une maison en rez-de-jardin ou sur des étages, par exemple. C'est important de connaître cette configuration. Donc, en tenant compte de tous ces détails de forme, de configuration, vous vous assurez que votre futur projet soit en harmonie avec le site où il doit être construit. Concernant la géotechnique et l'hydrogéologie, donc il faut définir le cadre géologique, hydrogéologique et topographique général du site et prendre en compte les avoirs désignants du projet. Donc, il y a des aléas existants à définir, comme on avait dit, détection de cavité, stabilité d'un site par rapport au glissement de terrain, par exemple, la sismicité, les terrassements à faire, est-ce qu'on peut faire des terrassements, est-ce que les matériaux qui vont être utilisés comme en termes de déblai peuvent être réutilisés en remblai,
est-ce que les talus se tiennent bien, est-ce que les fouilles se tiennent bien, tout ça, c'est des informations importantes. Donc, les eaux souterraines, est-ce qu'elles circulent sous le terrain? L'eau est-elle agressive? Parce que si vous avez dans une zone où c'est de la nappe, où l'eau est agressive, donc agressive, chargée en pH qui est élevé, des chlorures et des sulfates qui peuvent attaquer les bétons. Donc, tout ça, c'est des informations très importantes à tenir en compte. Donc, la géologie, les formations qui sont sur votre terrain, ils vont influencer le type de fondation que vous allez mettre en œuvre pour les travaux et sur la conception des ouvrages. Donc, est-ce que le sol est sableux, est-ce qu'il est vaseux, est-ce que c'est gonflant pour pouvoir reprendre les fondations du projet. Donc, il faut définir le type de fondation parce que si vous passez d'un mode de fondation simple sur un terrain qui est praticable à un mode de fondation spécial ou profonde, ben, les coûts vont être différents. Et donc, il faut voir tout ça. Il faut voir la stabilité des pentes, les constructions qui sont à côté, parce que s'il y a toujours des constructions qui sont voisines et qui peuvent être des impacts sur votre parcelle. Il y a aussi des nuisances liées à de futurs travaux. Est-ce qu'il y a une route qui passe? Tout ça, les travaux. Est-ce qu'il y aura de la poussière pendant les travaux? Donc, tout ça, c'est important. Donc, ce qui est bon à savoir dans cette partie, c'est que le rapport géotechnique a pour objectif de présenter aux constructeurs le cadre dans lequel ils vont réaliser leurs aménagements. Donc, l'environnement du projet, la géologie du sous-sol, les eaux souterraines, comme j'ai dit tantôt. Et il y a des solutions techniques et pratiques qui sont viables, qui sont économiquement concevables, de manière à réaliser en toute sécurité à moins de coût l'aménagement que vous voulez faire. Donc, sur l'évaluation de la nature du sol, donc ça, c'est pour assurer la stabilité du bâtiment que vous voulez construire. Donc, c'est très important, c'est un précieux conseil à suivre avant l'achat du terrain. Donc, avant même d'acquérir le terrain, vous devez savoir quel type de sol est sur le terrain. Et donc, ce point ne peut pas affecter le budget global de vos travaux de construction. Certains sous-sols n'ont pas la résistance nécessaire pour supporter des bâtiments. Donc, il peut y avoir des risques sur sa construction. Donc, si le sol est remblé, il y a beaucoup de types de sols, des variations de faciès sur le sol. S'il y a des argiles gonflantes qui vont faire que quand le sol va être imbibé d'eau, il va gonfler et ça va poser des problèmes. Quand vous voyez des maisons qui sont construites ou des bâtiments qui sont construits sur sol gonflant sans tenir compte de ça, vous avez des fissures prématurément après les premiers hivernages. Et s'il y a une nappe, la nappe elle est à faible profondeur, vous creusez, vous trouvez de l'eau, tout ça, il faut le considérer. Donc, il y a un certificat d'urbanisme normalement qui doit déclarer que votre terrain est constructible. Et donc, renseignez-vous auprès du vendeur pour savoir s'il a une étude qui a déjà été faite sur la qualité du sol, une étude géotechnique. Si le vendeur n'a pas cette étude, il faut en faire une. Et avant de vous engager dans l'investissement, il faudrait vraiment faire une étude géotechnique par un expert qui pourra vous édifier. Donc, pour que ce diagnostic soit fiable, il doit être réalisé par un ingénieur géotechnicien qui est local déjà et qui a l'agrément pour réaliser cette étude. Donc, il va sonder le sol et vous fournir une analyse complète, un rapport qui vous dira quels sont les types de sols qui sont rencontrés, est-ce qu'il y a de la nappe, est-ce qu'il y a des conditions socio-constructives qu'il faut prendre pour la construction de votre bâtiment. Donc, les accès du terrain, le point 3. Donc, il faut vous assurer que votre terrain est accessible. Bien sûr, qu'il y a des voies de circulation qui facilitent l'accès au terrain. Il doit y avoir une voie d'accès, un chemin d'accès qui vous permet d'atteindre votre projet. Si c'est un terrain qui est dans un lotissement, cet accès à la charge du promoteur qui a fait le lotissement. Pour un terrain isolé, vous devez suivre quelques procédures afin de créer un chemin d'accès. Donc, à ce propos, le budget destiné aux travaux de création du chemin d'accès dépend de certains critères. La géologie du terrain, la déclivité naturelle, votre capacité à supporter les charges liées à ces travaux.
Donc, en quatrième point, il faut voir les servitudes, c'est-à-dire les contraintes qui pèsent sur la propriété au profit d'une autre. Par exemple, un voisin qui dit qu'il revendique un droit de passage parce qu'une certaine servitude greffe votre terrain, ou bien s'il n'a pas d'accès et qu'il doit accéder par votre terrain. Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. Une servitude de vue, par exemple, qui vous interdit de créer une fenêtre ou un aménagement, que ce soit type balcon, terrasse, escalier, qui vous donne une vue sur la propriété voisine. Et donc, ça peut être source de conflit, de litige. Donc, il faut bien voir cet aspect. Toutes les servitudes existantes sont donc mentionnées par le notaire dans le paragraphe servitude du titre de propriété de votre terrain. Donc, assurez-vous de bien vérifier ce paragraphe. Vous pouvez aussi vérifier le certificat de localisation et vous procurer les informations sur le registre foncier pour avoir des informations sur la parcelle de terrain. En point 5, il faut contrôler la viabilité du terrain. Donc, la viabilisation englobe toutes les infrastructures et services publics qui rendent le terrain habitable. Donc, là où passe l'eau, l'électricité dans votre rue, la constructibilité, donc c'est un critère de choix clé. Si vous choisissez un terrain non viabilisé, le prix sera très attractif. Et si vous souhaitez faire construire votre bâtiment pour y vivre, vous avez l'obligation de réaliser les travaux nécessaires, donc tous les travaux de viabilisation. Donc, l'accès à l'eau, l'électricité, l'assainissement, le raccordement au réseau d'égout ou une fosse septique. Si un réseau d'égout n'existe pas, ça va être des surcoûts. Alors qu'un terrain qui est déjà viabilisé est juridiquement autorisé à recevoir votre projet et dispose d'un certificat d'urbanisme. Donc, vous évitez toutes les mauvaises surprises en termes de frais et de délais supplémentaires qui vont impacter négativement votre projet immobilier. Sur l'environnement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la sensibilité pour le respect de l'environnement. Donc, il y a une problématique pour le secteur de la construction qu'il faut soulever. Donc, on parle souvent de plus en plus d'immobilier vert avec un potentiel qui est très peu exploité à nos jours. Hein. Donc, les constructions standards tiennent compte de considérations économiques qui sont très court-termistes, alors qu'il y a une éco-construction qui peut coûter plus cher aux entreprises en termes de techniques et de matériaux, mais se base sur les bonnes pratiques, comme on dit. Hein? Les bâtiments qui sont efficients en matière de qualité, de durabilité, d'utilisation de l'énergie, peuvent mener à des gains économiques sur le long terme. Donc, une vision beaucoup plus long-termiste. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que pour la concrétisation d'un projet durable, il faut passer par plusieurs étapes qui sont importantes. Après avoir bien défini le projet et l'ensemble de ses besoins, voici les 3 facteurs qui influencent la construction. Le financement à long terme, les normes énergétiques et de construction, l'innovation des matériaux et des technologies de gestion. En ce qui concerne le point 6 relatif aux caractéristiques environnementales, il faut voir la proximité de votre parcelle avec un parc, un espace vert qui peut augmenter une attractivité d'un terrain. Les fleuves, rivières, lacs comptent aussi parmi les espaces naturels les plus populaires car les gens les associent au calme et à la sérénité. Donc, accordez une place de choix à ces caractéristiques environnementales au moment de vous décider. Donc, avant de choisir votre terrain, il faut également étudier le certificat de localisation préparé par un géomètre. Cela vous permettra de savoir si la parcelle à bâtir se situe dans une zone inondable ou à tout autre type de risque, glissement de terrain, par exemple, ou autre. Donc, très important. En conclusion, nous pouvons affirmer que le choix d'un site pour un nouveau projet immobilier est l'une des décisions les plus critiques qu'un promoteur puisse prendre. Donc, il peut déterminer la faisabilité, la rentabilité et la durabilité du projet, ainsi que son impact sur la communauté et l'environnement. Cependant, la sélection d'un site n'est pas un processus simple ou direct. Cela implique de nombreux facteurs tels que la demande du marché, les règlements de zonage, l'infrastructure,
les conditions environnementales et les options de financement. Donc, pour éviter des erreurs coûteuses et chronophages, les développeurs promoteurs doivent être conscients de certains pièges courants et des meilleures pratiques lors du choix d'un site pour leur prochain projet. Je vous remercie.